Gladys. Oh, Kozas, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais en pleine nuit dehors? Tu sais, c'est pas prudent de se balader à cette heure. Je sais, Kozas, et c'est gentil de t'inquiéter, mais aujourd'hui, je veux être la première à lire les unes des journaux. Donc, je me suis levée plus tôt que prévu pour me rendre à Multipress. C'est la plus grande imprimerie du pays. Et crois-moi, à cette heure-là, les journaux sont tout chauds. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter de lire la presse avant tout le monde? Kozas, en analysant le contenu de la presse locale, je trouve que les médias critiquent un peu trop souvent Kado. Et ils portent des jugements qui ne sont pas toujours fondés. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Ça doit bien s'expliquer, non? Oups! Oh non! Eh oui, c'est vrai Gladys, ça s'explique. En fait, pour comprendre, il faut remonter presque 25 ans en arrière lorsque la conférence nationale a ouvert le Gabon au multipartisme. Cette ouverture politique a donc permis la libéralisation de la presse. Mais faute d'un véritable encadrement juridique et professionnel, le constat est cinglant. Aujourd'hui, les journalistes ont du mal à s'en tenir uniquement à leur devoir d'informer et d'amener le public à se forger sa propre opinion. Dans cette émission, nous allons donc essayer de cerner les qualités indispensables pour être un bon journaliste. Mais nous verrons que le manque d'impartialité dont les journalistes sont souvent accusés peut s'expliquer par des conditions de travail peu favorables. Dans tous les cas, si l'éthique et la déontologie ne sont pas respectées, eh bien, un organe s'occupe tout particulièrement de les rappeler à l'ordre. Et pour que la liberté de la presse soit totale, c'est forcément par le chemin de la réforme que nous devons passer pour que nos médias soient plus indépendants. Kozas, derrière moi, c'est le siège de Gabon Télé, la première chaîne de télévision nationale publique. J'ai l'intention de rencontrer Paul Badinga Matiendi. Il est journaliste et il a fait ses débuts ici dans les années 80. Je suis sûre qu'il a sa petite idée sur les qualités d'un bon journaliste. Bonjour, Monsieur Badinga. Oui, bonjour. Alors, ça vous rappelle des souvenirs? Oh, ben des souvenirs lointains, mais nous ne travaillons pas dans un cadre aussi beau. Et quel est votre point de vue sur le paysage médiatique national? Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous régressons du point de vue de la qualité de nos médias. Il y a quelques années, je crois que le Gabon, dans la sous-région, jouait presque le premier rôle. À qui reviendrait la faute? Est-ce qu'on peut dire que la faute revient à l'ensemble des rédacteurs? La chaîne elle-même est impliquée dans cette régression-là. Mais ce qu'il faut pour que ce soit bon, que les responsables, notamment de la rédaction, soient des professionnels avertis et qu'ils prennent en main la rédaction pour améliorer la qualité de la prestation des différents journalistes. Quelles sont les qualités d'un bon journaliste? Un bon journaliste est quelqu'un qui sort d'une école de journalisme. La pratique du journalisme, c'est d'abord les faits, c'est celui qui les retransmet sans les déformer, qui vérifie l'information qu'il donne, qui n'amplifie pas la rumeur. Pour pratiquer ce métier-là, il faut des gens suffisamment honnêtes et indépendants. Indépendants d'esprit, j'entends, pour éviter la manipulation. Toutes ces qualités sont inscrites dans la charte d'éthique et de déontologie des journalistes. Elle existe sur le papier. Mais malheureusement, ce n'est pas le livre de chevet de tous les communicateurs. D'ailleurs, on a eu du mal nous-mêmes à se la procurer. Voici donc la mauvaise conduite qu'un journaliste ne doit impérativement pas suivre. Attiser la haine, calomnier, diffamer, plagier et le non-respect de la propriété intellectuelle sont des attitudes à proscrire. Et je ne suis pas sûr que tous les journalistes appliquent ces règles. Voici en revanche la conduite qu'un journaliste se doit d'adopter. Privilégier les informations ayant un caractère d'intérêt public, prendre la responsabilité de tous ses écrits et illustrations, respecter et promouvoir le pluralisme d'opinion et l'impartialité. Kozas, on vient de parler des devoirs de journalistes, mais les journalistes également ont des droits. Quels sont-ils? Effectivement, Grand Paul, beaucoup de droits. Le journaliste doit avoir un libre accès aux sources d'information. Il doit aussi être formé et bien formé. Et enfin, il doit pouvoir enquêter et s'exprimer librement
sur tous les faits d'intérêt public. Tout cela, bien évidemment, c'est en théorie. Mais dans les faits, Gladys, que pensent réellement les gens de la façon dont les journalistes traitent l'information? On va le savoir tout de suite, Cosas. Depuis le centre-ville en exclusivité, je vais interroger les populations pour savoir ce qu'elles pensent des médias au Gabon. Allez, mon équipe, on y va? Quel sentiment avez-vous aujourd'hui par rapport à la télé gabonaise? Franchement, il devrait s'améliorer un peu plus quand même. Au niveau de la qualité de l'image. La télévision devrait aussi contribuer à éveiller, mais si tous les jours on nous sert la même chose, à un moment donné, ça devient un peu constipant. Il faudrait que les programmes soient moins bâclés et qu'il y ait un peu plus de vie et de jeunesse en fait. J'aimerais bien avoir des plages horaires réservées à un certain nombre d'émissions, la culture notamment, l'histoire africaine, les faits marquants en Afrique. Dans toute chose, il faut faire de la recherche, il faut vérifier et il faut informer. Mais il ne faut pas inventer et déformer. Merci. Tu vois, Cosas, je suis assez d'accord avec ces témoignages. On ne peut pas dire que les sujets traités par les médias soient très variés. Mais pourquoi est-ce que les journalistes n'abordent pas des sujets plus concernants pour la population? Encore faudrait-il qu'ils en aient les moyens, Gladys. Parce que souvent mal payés, la motivation pour être créatif leur fait cruellement défaut. Dans le cadre des médias du service public, par exemple, la plupart des journalistes sont fonctionnaires. Ils jouissent donc d'une garantie de l'emploi, mais leur salaire est fonction de leur diplôme. Et rares sont ceux qui sont diplômés. Ils commencent donc au bas de l'échelle avec une faible reconnaissance de leur travail. Dans le secteur privé, ils ne bénéficient d'aucune convention collective pour protéger leur statut. Ils sont socialement instables et souvent sans couverture sociale. Ce peu de considération des journalistes ouvre la boîte de Pandore aux dérives constatées dans le secteur. Le meilleur exemple, c'est le gombo, une sorte de dessous de table remis aux journalistes. Difficile dans ces cas-là de rester objectif et impartial. Il en vient à pratiquer une forme d'autocensure afin de protéger sa situation fragilisée en évitant de critiquer celui qui lui offre des faveurs financières. D'ailleurs, Cosas, sache que la presse se retire. Pardon? Bah oui, Cosas, c'est une façon discrète de dire qu'il est temps de donner le gombo. Ben, tiens pour toi, Gladys, attrape. Ah oui, très drôle, hein, Cosas. En tout cas, on comprend qu'il faut améliorer les conditions de travail des journalistes. Mais dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de valoriser le statut de journaliste? Effectivement, Gladys, il y a la carte de presse qui offre aux journalistes une reconnaissance aux yeux de ses interlocuteurs. C'est un laissez-passer que les professionnels de la communication ayant au moins 2 ans d'expérience peuvent demander auprès du ministère de la Communication. Mais elle offre des avantages particuliers, cette carte de presse? Tout à fait, Gladys. Grâce à elle, le journaliste a un libre accès à l'information lors des événements publics. Il bénéficie d'une réduction pour certains transports et également de la gratuité de certains journaux. Mais surtout, cette carte responsabilise son détenteur et l'oblige à être le garant des principes de bonne conduite qui encadrent sa profession. Et en cas de non-respect de l'éthique et de la déontologie dans ses propos, un organe a été mis en place en 1991 pour le rappeler à l'ordre ou le sanctionner. J'ai nommé le Conseil national de la communication. D'ailleurs, le CNC vient de se doter d'une nouvelle salle de monitoring pour contrôler les émissions télé. Je pense qu'il ne serait pas inintéressant d'aller voir comment tout cela fonctionne. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Gladys. Alors, Monsieur le Président, dites-moi, comment fonctionne ce monitoring? C'est à travers ce monitoring que nous pouvons, une fois que nous avons enregistré les images, nous pouvons les revisionner pour voir si nous avons matière à reprocher à une chaîne, si d'aventure cette chaîne n'arrivait pas à respecter son cahier de charge. Comment vous procédez pour sanctionner un organe de presse? Nous nous réunissons en plénière, les 9 membres du Conseil national de la communication, discutent, statuent et voient ce qu'il y a à faire, quelle est la démarche, est-ce qu'il faut aller à une sanction, il faut procéder
par la méthode qu'on appelle ici méthode pédagogique ou parfois des mises à demeure, le journaliste qui a une responsabilité vis-à-vis d'abord de son employeur, vis-à-vis de la société et de l'État. Lorsqu'il commet des fautes graves sur le plan déontologique, sur le plan de la sécurité nationale, est-ce qu'on doit le laisser exercer? S'il y a de manquements, quelles sont les sanctions pour que nous n'ayons que des journalistes qui ont vraiment le désir d'informer, informer, à nuire, quelle que soit l'information, mais informer selon les règles de l'art. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans la façon dont le journalisme est pratiqué au Gabon? Il y a un excès de liberté ou la non-maîtrise de la liberté de la communication ou la non-maîtrise de la liberté d'expression. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Cosas, on comprend qu'un organe régulateur qui contrôle les médias ait toute son importance. Mais dans le milieu, on n'hésite pas à remettre en question le rôle du CNC. Cela est dû à quoi exactement? Effectivement, le rôle du CNC a ses limites et il a perdu du crédit auprès des communicateurs. Un des sujets qui revient sur le devant de la scène, c'est la nomination de ses membres par le président de la République, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, plutôt que d'une élection en interne d'au moins une partie de ses membres. D'aucuns estiment que cela permettrait une sanction des médias plus objective et impartiale. Autre problème, le Code de la communication qui date de 2001 ne prend absolument pas en compte les médias en ligne. Il y a donc un vide juridique autour de ces médias dont les publications passent à travers les mailles du filet. Il existe un nombre incroyable de sites internet qui diffusent l'information Cosas. Gabon Echo, Gabon Review, Gabon News. C'est quand même dingue qu'il n'existe pas de loi pour réguler tout ça. Mais va voir les mentions légales en bas de la page. Ça va peut-être t'aider à y voir plus clair. Ah oui, tu as raison. Certains sites internet ont fait l'effort de rédiger une charte interne pour réguler l'information sur le net. Gabon Review et Gabon Echo sont tous les deux des sites d'information gabonais qui ont pris la précaution de rédiger une charte interne basée sur les principes de déontologie que les journalistes sont tenus de suivre. Mais ces sites web doivent aussi faire face à l'afflux de commentaires, parfois diffamatoires ou insultants, laissés par les internautes. Il est bien stipulé, noir sur blanc, que les différents commentaires qui sont publiés ne nous engagent pas, même si nous avons devoir de régulation. Cette notification, effectivement, a valeur à nous protéger si jamais il y a un débordement qui pourrait amener peut-être à une action en justice. Je pense qu'il y a réellement urgence à mettre quelque chose en place pour dire que les médias en ligne doivent être protégés par rapport à tous les débordements que l'on connaît sur la toile. Même au niveau des réseaux sociaux, c'est très dangereux en fait de laisser tout et n'importe quoi se dire, se faire, se commenter, parce que tout simplement au Gabon, on n'a rien prévu pour contenir en fait certains débordements. La vitesse avec laquelle l'information circule dans les réseaux sociaux conduit certains médias à faire de grosses erreurs dans le traitement de l'information. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps de vérifier leurs sources alors que c'est la base même du métier. Pour exemple, l'accident du taxibus et du conteneur Maersk à Libreville en novembre dernier, où les réseaux sociaux se sont emballés annonçant jusqu'à 19 personnes décédées sur le coup, alors qu'en réalité, ce n'était que 3. Plus anecdotique. En France, un gendarme avertit l'agence France Presse qu'un tigre avait été aperçu en pleine ville de banlieue parisienne. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre dans les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les JT français. Ça a sémé la panique dans toute la ville, alors qu'il ne s'agissait en fait que d'un gros chat. Difficile donc de faire le tri entre la bonne et la mauvaise information sur le net. Une des raisons pour lesquelles le Gabon a décidé d'organiser les États généraux de la communication. L'objectif, une réforme complète du paysage médiatique gabonais. Il était temps Cosas, nous avons pris beaucoup de retard malgré la libéralisation de la presse. Il n'y a qu'à voir le classement du Gabon par Reporters sans frontières sur leur site internet.
Depuis 10 ans, nous oscillons entre la 89e place et la 114e place du classement mondial de la liberté de la presse. Et pour remonter dans le classement, il fallait vraiment remettre à plat tous les dysfonctionnements pour amorcer cette réforme. C'est à l'issue des États généraux de la communication qui ont eu lieu en décembre 2014 qu'un nouveau code de la communication a été proposé. Il intègre enfin une législation pour les médias en ligne ainsi que la dépénalisation des délits de presse. Une réforme en matière de subventions aux entreprises privées a aussi été amorcée, en plus d'une volonté de professionnaliser la branche de la communication, notamment grâce au droit à la formation. D'ailleurs, concernant ce dernier point, qui dit formation, dit mise en place d'instituts et d'écoles de formation, ce qui pour l'instant est loin d'être effectif au Gabon. L'absence de structures adéquates pour former de jeunes journalistes professionnels fait cruellement défaut. Il faudra attendre 2011 pour voir un département des sciences de l'information et de la communication ouvrir ses portes à l'université Omar Bongo. Mais malheureusement, l'université ne propose qu'une formation théorique. Par rapport aux enseignements que nous recevons, parler de manquement, c'est tout à fait normal puisque nous sommes un jeune département. Il faut dire qu'il y a encore des choses à faire, c'est vrai, certes, mais pour l'instant, nous disons que les choses vont crescendo. Pour pallier ce déficit de formation, certains bailleurs internationaux comme l'UNESCO viennent renforcer les capacités de nos journalistes au travers de remises à niveau. L'objectif est qu'ils acquièrent une meilleure analyse de l'information et développent leur sens critique. On leur apprend aussi à ne pas pratiquer l'autocensure, le garant d'une véritable liberté d'expression. Pas vrai, Gladys? Ah oui, Kosas, pourtant en matière de liberté d'expression, j'ai l'impression que la radio a une longueur d'avance sur tous les autres médias. Et je crois qu'une petite visite s'impose dans une radio. Tiens, écoute. Vous êtes à l'écoute de Radio Record FM 107.9. Décryptage du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Kosas, je suis dans les locaux de Radio Record. C'est une radio communautaire qui émet sur 107.9. Et je crois que c'est par là que tout se passe. Radio Record FM. Nous recevons un invité de marque. Il s'agit notamment de Gladys de l'émission Ça s'explique, qui est en compagnie de tout son staff. Gladys, bonjour. Bonjour Ruchi. Et bonjour Léandre et bonjour à tous les auditeurs de la 107.9 Radio Record. Alors, si on compare la radio à la télé ou à la presse, pourquoi diversifie-t-elle plus ses contenus? La radio a ceci de particulier, c'est qu'on parle sans être vu. C'est génial. Les gens peuvent réagir, les gens peuvent témoigner sans être vus, sans être entendus, avec ce petit jeu subtil de souvent avoir des noms d'emprunts et des pseudos et tout ça. Ça, c'est intéressant. Parler sans être vu, ça vous donne toute la latitude et le loisir de dire ce que vous avez vécu ou ce que le voisin a vécu, votre proche, votre ami, de dire que voilà ce que j'en pense moi sur ce sujet, sur cette problématique. Alors, quel autre paramètre peut expliquer la pauvreté des contenus en presse écrite ou audiovisuelle? La presse écrite me paraît, de mon point de vue, un petit peu froide. Il y a quelque chose... Le côté audio est plus vivant, il est plus vivace. Il y a une interactivité, les questions sont posées, les gens interviennent immédiatement et essayent de se fixer et de pouvoir se prononcer sur un sujet donné. On remarque qu'il y a plus de femmes présentes en radio qu'en télé. Pourquoi? Les femmes s'investissent beaucoup plus en radio parce que c'est d'abord une passion. Et à la radio, on n'est pas obligé de mentir ou de tricher un tant soit peu. Comment tu fais pour t'organiser? Parce que c'est quand même une grosse responsabilité, préparer cette émission, sans oublier que vous avez également une vie privée. Il faut toujours trouver un temps pour chaque chose. C'est une question d'organisation. Mais j'avoue qu'au quotidien, ce n'est vraiment pas facile. On essaie de trouver le juste milieu, histoire de satisfaire tout le monde en même temps. Est-ce que c'est ce qui expliquerait aujourd'hui qu'il y ait moins de femmes présentes dans des postes à responsabilité? Oui, ce n'est pas une mauvaise foi de la part de certains responsables d'administration ou d'entreprises de communication. C'est simplement qu'ils sont face aux réalités du moment. Les femmes sont très prises. Il y a la responsabilité conjugale, il y a la responsabilité professionnelle. Vous verrez que les hommes, ils viennent par exemple à 6h, ne repartent que vers 21h. Pour moi, Ruchi serait difficile. Merci Ruchi. Merci Gladys. Et merci également à Léandre. Salut Gladys. Sans oublier les auditeurs de Record FM, la 107.9. Radio Record FM. Dikosa, c'est une sacrée organisation, la radio. Il faut vraiment avoir des moyens pour faire tourner la boutique. Tu crois qu'ils ont droit à des aides financières? Il existe bien une subvention aux médias depuis 2000. Mais malheureusement, Gladys, elle ne concerne ni la radio, ni la télévision. Cette subvention s'élève à 500 millions de francs CFA que se partagent une cinquantaine de titres.
La presse en ligne a réussi à négocier avec la presse écrite 10% de ce montant, mais rien n'est officiel. Toutefois, une loi est en cours pour étendre les subventions à tous les médias privés. Cosas, l'État veut donc soutenir les médias privés, c'est super. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des médias du service public? Pas question de les privatiser, bien sûr, mais ils doivent jouer leur rôle de service public en étant plus autonomes dans leur fonctionnement et dans le contenu de leurs programmes. Cela implique aussi qu'ils doivent tirer une partie de leurs revenus des recettes publicitaires. Mais peuvent-ils vraiment y arriver, Gladys? Là est toute la question. Et pourquoi pas Cosas? C'est le mode de fonctionnement de certains médias, comme la toute nouvelle chaîne privée, Canal 7. Je suis dans les coulisses de l'émission Sunset. C'est un talk show qui regroupe plusieurs chroniqueurs. Et ici, les émissions sont sponsorisées par un partenaire publicitaire. Oh, Gladys. Bonjour, ça va monsieur bien? Bien. Bien, tu t'es pas perdu? Du tout. Tu vas faire le tour du proprio? Avec plaisir. Ok, viens par ici. On sait que certains de vos programmes sont sponsorisés. Qu'est-ce que cela apporte à la chaîne? Une chaîne privée n'a pas d'autre moyen que la publicité et le sponsoring TV. Donc on crée comme ça des moyens de faire rentrer des sous dans notre boîte. Mais réellement, ce sur quoi nous misons, c'est le sponsoring télé. Ça veut dire nous créons des émissions et nous espérons que, bien sûr, des annonceurs vont se greffer dessus. Sinon, on se retrouve souvent, malheureusement, dans le cas de ce qu'on a vu dans certaines chaînes, dans le gombo. Ça veut dire quelqu'un viendra et dira « Ouais, j'ai 50 000, je veux passer. Ouais, j'ai 30 000, je veux passer. » Non, nous ne voulons pas cette logique-là. Et dans ce cas, M. Andor, comment sont distribués les revenus publicitaires? Les revenus de la publicité sont intégralement réinjectés à la chaîne de télé. Ça veut dire quand quelqu'un vient et qu'il pose une pub, c'est intégralement pour la chaîne. C'est aussi un système d'intéressement et d'encouragement. Ce qui fait que quand vous avez un cadreur qui travaille sur une émission, 2, 3, il est sûr que plus il travaille, plus il peut gagner des sous. Donc c'est le seul moyen que nous avons trouvé, nous, à notre niveau, pour faire du travail efficace et pour payer les gens selon leur travail. Bon, Cosas, excuse-moi, pour cette fois, je te lâche. Les animateurs de l'émission Sunset m'ont invité sur leur plateau. Je file. Quoi? Mais dis donc, Gladys. Ok, d'accord, mais ne tarde pas trop quand même. 5, 4, 3, 2, 1, plateau. Bonjour Gladys. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour Gladys. Comme ça, tu as décidé de venir nous rendre visite dans nos locaux. Exactement, je me lasse un peu trop de ça. S'explique. C'est une émission avec 2 animateurs. Moi, je suis la pisteuse, donc celle qui est sur le terrain. Oui. Et un autre sur le plateau. Lui, on l'appelle le décodeur. Oui. Donc, en fait, moi, je fais l'afflux de l'information et lui, il la décode. Je passe un cas. Eh, dis donc, Gladys, tu serais pas en train de m'abandonner, là? T'as quand même pas oublié que t'es la pisteuse de Ça s'explique? Bon, quant à vous, on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Ça s'explique. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker notre page Facebook. Bon, Gladys, ça suffit. Tu reviens maintenant. Hein? Allez, reviens maintenant, Gladys. C'est plus drôle maintenant.